nous allons, en termes de continuum de formation, déplacer la focale maintenant à l'origine. À l'origine, à savoir la formation initiale des professeurs et personnels d'éducation, qui constitue le cœur de la mission de l'INSPE, dirigée dans notre académie par Philippe Clermont. Monsieur le directeur, cher Philippe, merci d'avoir accepté d'intervenir ce matin pour nous partager un regard d'expert lors de cette intervention, de partenaires experts sur la formation des entrants dans le métier. Ils sont, vous le savez, de profils de plus en plus divers et variés, ce qui complexifie vraiment la chose pour nous, avec tout ce que cela comporte comme défi: articulation, pilotage et collaboration riche et plurielle. Voilà, donc merci pour cette intervention à venir. Et cher Philippe, je te cède la parole. Monsieur le recteur, cher Olivier, Madame la directrice de l'école académique, Mesdames et Messieurs, membres du corps d'inspection, chers et chers collègues. Alors, Emmanuel me fait l'amitié en quelque sorte de me présenter comme un expert. Je ne suis pas sûr d'être un expert, je suis à peu près sûr d'avoir quelques compétences et de l'expérience. En guise d'introduction, effectivement, mon point de vue sera un point de vue qui vient essentiellement, évidemment, de la formation des enseignants. Donc je parlerai, et vous voudrez bien m'en excuser, un peu moins de la formation des personnels administratifs et techniques. Mais néanmoins, quelque chose qui est commun et qui peut nous servir aussi d'introduction, et cet petit élément d'introduction, si je me permets d'en faire ce rappel, c'est qu'il va bien sûr servir mon propos plus tard, c'est de se mettre d'accord peut-être sur ce qu'on peut entendre par la formation continue, en particulier ce qui est au cœur de la formation continue, c'est-à-dire la formation pour adultes. Si là aussi on se réfère à ce qui peut faire consensus sur ce qu'on peut appeler les caractéristiques ou les qualités de la formation pour adultes, je fais référence à des travaux qui ne sont pas tout à fait récents, mais je crois qu'ils encore ont toute leur pertinence. Je pense aux travaux de Malcolm Knowles sur l'apprenant adulte, mais aussi sur les rapports de l'OCDE concernant la pédagogie et l'apprentissage des adultes. Bref, si on se réfère à ce type de littérature, de recherche, et je crois qu'on va être assez d'accord sur ce qu'on peut entendre par formation pour adultes, la formation continue pour adultes gagne à prendre en compte, on le sait, les besoins des personnes et à y répondre. Pardon, la leçon sera courte. Établir aussi un lien concret, nous dit-on, et fort avec la pratique professionnelle. Apporter des connaissances qui permettent le développement de compétences, soit des compétences qui sont déjà là, soit de nouvelles compétences. Et donc il s'agit, dans la formation pour adultes, de continuer à donner du sens. Comment ? Et Charles Torossien l'a aussi précisé, c'est aussi dans les attendus de l'EFC, en individualisant les parcours de formation et en s'appuyant sur l'expérience de chacun, en impliquant les participants, leur permettant de s'auto-déterminer, et en garantissant un cadre de confiance pour que les personnes puissent s'exprimer et travailler au sein des modules de formation. Alors, si on se rappelle ça, et si ça fait consensus, forcément, ça va nous dire un certain nombre de choses pour la suite. Donc, dès lors, en termes de modalités, évidemment, ce qu'on connaît comme modalité classique désormais, enfin je l'espère classique, pratique réflexive, analyse de l'activité, résolution de problèmes, sont des modalités qui sont au nombre des pratiques qui nous intéressent. Alors voilà, c'est ce qui va éclairer sans doute mon propos après. En échangeant avec des collègues de l'inspection, j'ai bien compris qu'il y avait de fortes attentes vis-à-vis de cette école académique de la formation continue. Et c'est normal, puisque c'est une nouveauté, et c'est aussi normal, ça a été annoncé par le recteur Faron, c'est aussi une mise en place progressive qui se déploie à partir d'aujourd'hui. Alors, dès lors, je vais me permettre d'essayer aussi de resituer ce que l'INSPE pourrait apporter dans ce partenariat qui nous est proposé. Alors, on tient compte d'abord de deux facteurs qui font partie du socle, en quelque sorte, sur lesquels on peut s'appuyer. D'une part, Charles Torossien parlait de la vérité que nous devons aussi entre partenaires, donc ça sera aussi cette vérité-là que je vais essayer de présenter. Du côté de l'INSPE, les ressources humaines, il faut bien le dire, sont à la fois fatiguées par des successions de réformes, vous en doutez bien, et très mobilisées par la formation initiale, mais il nous reste encore un peu d'énergie pour la formation continue. En témoignent des actions qui existent déjà, que je ne vais pas rappeler. Mais ça fait partie donc des éléments à prendre en compte dans ce que nous pourrons apporter.
L'autre élément qui est plus positif, bien évidemment, dans cette fondation, qui s'appuie sur l'existant, c'est sur la qualité des relations que nous avons déjà, des relations de travail que nous avons avec nos interlocuteurs habituels pour la mise en œuvre de la formation initiale, et notamment, justement, des collègues ici présents en particulier, avec qui voilà, nous avons essayé de surmonter ensemble les écueils générés par les réformes successives. Je me permettrai juste de citer effectivement parmi les personnes avec lesquelles nous travaillons le plus régulièrement, Emmanuel Pernoud, Jean-Baptiste Ladec, Philippe Vinck, mais aussi toutes leurs équipes et les collègues des corps d'inspection. Alors ça, c'est effectivement voilà, une fondation, cette relation professionnelle qui se personnalise, hein, évidemment, au fil des temps, hein, mais sur laquelle, je crois, nous pouvons compter et qui me paraît, bien évidemment, un point positif et important. Alors, à partir de là, que peut proposer l'INSPE? Alors, il me semble qu'on peut évoquer au moins 7 points. En relation avec les objectifs annoncés pour l'EFC, construire des parcours diplômants. Et effectivement, l'INSPE étant une composante universitaire peut aider à bâtir et avoir notamment sous la forme, peut-être on peut imaginer, sous la forme de modules successifs, de briques, hein, si l'on veut dire, hein, de briques qui peuvent conduire à des diplômes, hein, que ce soit au niveau du master ou en particulier. Donc ça, nous pouvons aider à construire de tels parcours conduisant à la diplomation. Je ne parle pas de la certification, puisque nous collaborons déjà sur la certification. Ça renvoie de manière plus générale, évidemment, à ce que l'INSPE, composante universitaire, mais aussi avec les autres composantes universitaires, peut apporter comme appui de la recherche, évidemment, hein, pour alimenter la formation continue. Ça ne choquera personne, j'imagine. Troisième élément, formation initiale et formation continue ont en commun, finalement, un même vivier sur lequel je reviendrai, de personnel, hein, qui sont ce qu'on appelle les formateurs et les formatrices ancrés sur le terrain. Et je crois que là, nous allons gagner, et ça a été évoqué, Charles Torossian en parlait pour l'encadrement, moi j'en parlerai ici pour ce que j'appellerais un encadrement intermédiaire, que sont à mes yeux les formateurs et les formatrices. Et là, je pense que nous avons à développer ensemble une formation de formateurs solide, hein, dans des secteurs précis, parce que je ne pense pas qu'on puisse tout couvrir. On a déjà quelques exemples de collaboration évidemment fructueuses, notamment pour les plans en mathématiques et français concernant la formation de formateurs, mais des choses aussi sont en cours pour la formation des tuteurs dont il a été question. Voilà, je crois que là, on peut faire plus ensemble sur l'élaboration d'une solide et commune formation de formateurs, puisque, encore une fois, on s'appuie sur un vivier commun de personnel. Poursuivre, bien sûr, et développer l'accompagnement par les chercheurs, soit des formations initiatives locales, soit des projets locaux, soit aussi de groupes de recherche-formation. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais pour lequel on peut sans doute aussi voir comment déployer davantage ce type d'accompagnement, puisque l'avantage ici de ces accompagnements-là, c'est qu'ils sont des accompagnements aussi plus proches du terrain, évidemment. Cinquième point peut-être, évidemment le continuum de formation qu'évoquait Emmanuel Pernoud, formation initiale et formation continue, que la diversité des publics, bien évidemment, et la diversité de leur parcours professionnel nous commande. Voilà, de moins en moins, nous aurons, alors je vais prendre un exemple parce que c'est l'exemple sur lequel nous avons échangé, nous aurons de moins en moins de jeunes professeurs de lettres qui seront titulaires d'une licence de lettres. Donc, que faudra-t-il faire? Ils seront néanmoins recrutés par le biais du concours. Et voilà, donc on voit qu'il y a une diversité de parcours. On aura peut-être de plus en plus de contractuels. Et comment allons-nous pouvoir proposer, effectivement, une formation aussi ensemble, pourquoi pas, assez contractuelle? Voilà une piste supplémentaire. Et qui, pour moi, le continuum, il va s'exprimer là, parce que, de plus en plus, devant la diversité de ces publics d'enseignants à former, il va nous falloir voilà, faire preuve d'ingéniosité et de répondre donc par des formations peut-être adaptées, de plus en plus adaptées, ce qu'on fait déjà évidemment, mais je pense que là, nous allons devoir aller encore plus loin. Encore un point qui serait le fait que l'INSPE peut également contribuer au maillage territorial que vise l'EFC à travers bien sûr les sites de formation, mais pas seulement. Ça pourrait être l'occasion de relancer une vieille idée, certains d'entre vous peut-être s'en souviendront, qui n'a pas encore été réalisée, celle de réaliser des établissements formateurs, du premier ou du second degré. L'établissement formateur, c'est-à-dire des établissements dont le projet, en lien avec le AFC et l'INSPE, serait d'accueillir et développer une dynamique particulière de formation des enseignants, qui s'adresserait à la fois
à la formation initiale, bien sûr, des étudiants alternants, à la formation des fonctionnaires stagiaires toujours débutants, et bien sûr à la formation continue, aux stagiaires, donc de la formation continue. Donc des lieux, et des lieux où des moyens et des modalités de formation continue pourraient être concentrés. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on peut essayer de retravailler ensemble. Alors je dis que c'est une vieille idée qui avait déjà été élaborée, qui avait rencontré de réelles difficultés dans la réalisation, je ne vais pas les détailler ici, mais que peut-être nous pouvons essayer de remettre sur le métier pour voir si on pourrait avancer en termes de maillage territorial. Et enfin, l'INSPE, si cela est souhaité, se propose de contribuer à sa mesure aux orientations futures de l'EAFC. Alors, pour conclure, je dirais que l'EAFC, donc cette école académique de la formation continue, pour essayer d'éviter toujours les acronymes, cher Olivier, est face à plusieurs défis à relever. Alors, premier défi, à mon sens, celui de ne pas être une simple structure administrative organisant des formations, mais un véritable instrument de la politique académique. Et cela donc appelle un projet ambitieux et des choix explicités que nous verrons à venir, je pense. Le deuxième défi, c'est celui de résoudre des tensions habituelles qui habitent la formation continue des enseignants. Je vais en donner quelques exemples. Des tensions de territoire entre le premier et le second degré, par exemple, des tensions entre les formations transversales et les formations disciplinaires, où chacun essaie de voir, alors qu'il y a des moyens comptés, évidemment, chacun essaie de voir qu'est-ce qui serait le plus important à développer pour les enseignants. Tensions encore entre des injonctions nationales et les programmes de formation qui viennent d'en haut, et justement les ressorts que j'ai évoqués de ce qu'est une formation pour adultes, c'est-à-dire partir des besoins et tenter une individualisation de la formation. Il y a des tensions qui se jouent ici, voire des paradoxes. Est-ce que les enseignants auront un véritable et total choix dans leur formation si les programmes nationaux et les objectifs nationaux imposent par ailleurs une formation qui va dans d'autres directions? Donc là, il y a de vraies questions et de vraies tensions, à mon avis, qui constituent le deuxième défi de l'école académique de la formation continue. Le troisième défi, et je reviens sur une question qui me préoccupe beaucoup, mais qui, je crois aussi, est une préoccupation partagée, c'est celui des forces vives, que j'évoquais tout à l'heure, celui des formateurs et des formatrices, et c'est-à-dire se poser la question du sort et de l'accompagnement qu'on réserve aux formateurs et aux formatrices qui sont issus du terrain scolaire. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, sans formation de formateurs à la hauteur pour les accompagner, sans politique locale aussi, de prise en compte concrète de cet engagement, notamment en termes de promotion, mais pas seulement, sans reconnaissance d'un véritable statut de formateur dans le second degré, puisque dans le premier degré, il existe le statut de professeur des écoles maître formateur, et il n'est pas encore tout à fait installé dans le second degré. Donc, sans reconnaissance de ce statut, il n'y aura pas, à mon sens, d'amélioration ou de renforcement de la qualité de la formation continue. Voilà, donc vous avez compris qu'il y a là aussi, à mon avis, et je crois que... Alors, ne faisons pas l'erreur, peut-être, néanmoins. Je fais écho à ce que Olivier Farron disait tout à l'heure. Ne faisons pas une erreur, peut-être, en plaçant tous nos espoirs dans la formation. Il y a quelques années, dans les entreprises du secteur privé, on avait un problème, il y fallait envoyer les gens en formation, et on pensait que la formation allait tout résoudre. Alors je crois que l'expérience a montré, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, que la formation ne peut pas tout résoudre à elle seule, et c'est aussi la raison aussi pour laquelle je crois que Charles Torossian a bien aussi raison d'insister sur ce que peut apporter l'encadrement de manière générale, qui est aussi un pilier évidemment fort du système. Alors voilà, je fais cette parenthèse-là conclusive d'une certaine manière pour dire qu'on ne peut pas tout attendre de la formation, même si on peut attendre beaucoup de la formation. Je tiens à le rappeler parce que sinon, je crois qu'on serait dans une erreur un peu funeste. Mais néanmoins, vous avez compris que mon point de conclusion concerne un effort commun que nous devons avoir et une politique aussi de l'académie, si je puis me permettre, monsieur le recteur, résolument axée aussi, et donc ça veut dire, qui dit politique, dit qu'il faut faire des choix quand on a des moyens contraints, bien évidemment, sur l'encouragement et la reconnaissance de l'engagement des formateurs et des formatrices issus du terrain, sans lesquels on ne fera pas grand-chose, je crois, je dois bien le dire. Voilà, donc l'EAFC est une opportunité pour tout cela.
une possibilité de lancer cette dynamique, hein, et l'on voit qu'il y a des attentes. Et l'on voit qu'il y a des attentes. Et donc, à mon tour, hein, je souhaite évidemment à l'EAFC voilà, le meilleur pour pouvoir répondre à ces nombreuses attentes. Je vous remercie.